Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Qu'en pensez-vous? Où, malheureusement, encore une fois, vous serez privé de votre animateur favori, mais on va essayer de le rendre aussi intéressant que si Pierre était là. Donc, c'est Jules Simard qui a le plaisir de nous et de vous accueillir à cette émission. De même que mon panéliste cette semaine et analyste cette semaine, qui est Jean-René Boutin. Bonjour, Bonjour Jules. Jean-René. On sait que, Jean-René, tu as une formation et en histoire et ça va nous permettre fort probablement d'avoir de ton côté l'analyse de cette actualité avec un œil et jeune et aussi peut-être davantage sur le caractère historique et je pense que ça peut être très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation de revenir à cette émission. Ça fait plaisir. On va commencer tout de suite avec un premier sujet qui est le festival Dédé Fortin de Normandin qui ne reviendra pas cette année. De mémoire, il me semble que c'était en 2010 ou 2011 qu'on avait remis cette formule du festival Dédé Fortin qui était la formule d'un festival où on permettait à la relève de venir présenter des prestations dans le cadre de ce festival estival qui se tenait au tout début du mois de juin et qui permettait justement à des jeunes de partout au Québec de venir sur scène vivre une expérience. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'y aller au cours de ces années? Pour être bien honnête, non, mais je connais le milieu pour y travailler, entre autres. Et Normandin, c'est un milieu où la musique, c'est très vivant. C'est pas étonnant que des grands artistes comme Dédé Fortin sont originaires de ce coin de pays-là. Et c'est un peu triste de voir que le festival ne sera pas renouvelé, parce que c'est présent dans la culture qui... Là, on parle à l'intérieur même de la localité. La localité Oui, oui. étant la MRC, on est même à l'intérieur de la localité. Dans ce coin-là, il y a vraiment une dynamique qui s'est articulée autour de la musique. On avait un festival. C'est une dure Et on réalité. sait qu'il y a au niveau de la polyvalente, effectivement, Le programme l'option musique. Donc, on voit qui est que reconnu. ils étaient vraiment organisés. Et même au niveau d'un festival même qu'on avait, qui parlait de musique, là, c'est malheureux que ça ne soit pas reconduit. C'est la réalité des petits milieux où est-ce qu'il y a peu de gens pour faire vivre des bonnes initiatives, parfois, qui sont tout à fait honorables, qui amènent du bon, qui amènent une... Il y a aussi un problème au niveau du renouvellement au niveau des comités organisateurs. Ça a toujours été, pas juste à Normandin, je sais qu'on le retrouve aussi à l'extérieur, et une des raisons pour lesquelles, effectivement, il ne reviendra pas, parce qu'on sait qu'il était dernièrement aux 2 ans. On le présentait aux 2 ans au cours des dernières... D'ailleurs, c'est pas le seul festival qui a tenté, je crois, cette stratégie-là d'être biannuel. aux 2 ans, exactement. Est-ce que c'est le mot biannuel? Est-ce que c'est 2 fois par année ou est-ce que... Mais il me semble que biannuel est aux 2 ans. Il Ouais. me semble. On pourra le demander à Marie-Ève un peu plus tard, qui, elle, est une grande spécialiste de la langue française et qui pourrait nous le dire. Mais je reviens juste pour indiquer que le problème de la relève est souvent de fois, effectivement, et dans les petits milieux, mais aussi dans des milieux un peu plus grands, une des problématiques qui fait en sorte que, oui, c'est quand tu n'as plus personne pour être capable de relancer l'idée, même si l'idée est bonne, comme on Oui, dit, c'est ça. ça devient... Ça aurait pu être un glissement de valeur, mais pas pour le festival de Desfortins. Il n'y a pas de vide générationnel. Il y a des gens, visiblement, qui sont toujours intéressés pour des activités comme ça, mais l'activité, elle, n'a pas survécu autant. Exact. Tu sais, ça quand même... Tu sais, quand on regarde le Festival du Bleuet, l'ancien Festival Ouest, ou ce genre de festival, l'implication bénévole, OK, sur l'organisation, à un moment donné, ça demande beaucoup de temps et tu prends tes vacances pendant tu sais, quand tu travailles à l'extérieur, donc tu prends tes vacances, toi, pendant la tournée. Ça fait un temps, mais ça ne fait pas tout le temps. Et c'est fort probablement une des raisons aussi qui... Est-ce que toi qui es quand même aussi dans un milieu où on voit les jeunes qui de plus en plus veulent et peuvent s'impliquer, est-ce que cette façon de faire, tu as pu voir que au niveau des jeunes, est-ce que vous sentez
le besoin de vous impliquer. Est-ce que Oui. toi, tu as de ce genre? Sans hésiter, je te dirais que les jeunes d'aujourd'hui sont dynamiques, qui tentent de plus en plus d'avoir autre chose que seulement un emploi de manière très traditionnelle avec une vie bien rangée. Ils cherchent beaucoup à s'intégrer au milieu par leur action et y apporter quelque chose qui est propre à eux. Okay. Ils veulent faire vivre leurs intérêts, ils veulent entrer en contact, ils veulent faire partie d'une communauté de gens. Et on le voit à travers toutes sortes d'initiatives qu'il y a à travers la MRC et aussi ailleurs au Québec. Je pense que la génération dont je fais partie cherche à se réaliser au travers des contacts semblables dans des organismes comme ça, à réaliser des choses qui sont pas seulement de l'ordre de la productivité professionnelle. Mais il y a des choses quand même qu'on voit que ça ne suffit pas comme le festival qui devient biennal et non biannuel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. OK. Alors donc, le festival Puis disparaît. Dédé Fortin, est-ce qu'il va y avoir... c'est pas le premier festival non plus qu'à Normandin arrête. On a déjà eu le Festival du miel, on a déjà eu le festival, une festifête. De très nombreux. Et d'ailleurs, dans la localité, dans la MRC, Maria-Chapdelaine, on a été très choyés en termes de festivals. Devrait-on dire des festivals? Oui. Des festivals, des festivals. On a eu une abondance même. Une abondance qui peut-être s'est soldée par une dissolution. Je veux pas avoir l'air de dire qu'il y en a un qui a été sabré parce qu'il était moins bon que les autres. Ouais, pas du tout. Non, mais à quelque part, il y a peut-être eu un épuisement par rapport au bassin de population. Puis la thématique aussi. Il y en a qui étaient sur la thématique où pas tout le monde qui s'y rattachait. Ça explique les choses. C'est malheureux, mais donc... Peut-on penser que si on avait eu plus de gens de l'extérieur, est-ce que ces choses-là auraient survécu plus longtemps? Je te la pose. C'est une bonne question. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille, mais oui, c'est ça. Mais il reste quand même que l'organisation de cela, c'est quand même beaucoup d'ouvrages pour du bénévolat et ça explique peut-être aussi une des problématiques reliées à cela. Hey, parlant de jeunes et on a mis de l'avant au cours de cette année-ci le Café des générations mené par entre autres, Par Ensemble, qui est une des organisations qui parraine cette activité. Toi qui aime beaucoup l'histoire du milieu. Et bientôt papa. Ça peut représenter. Et bientôt papa aussi. Est-ce que ce Café des générations, ça te dit quoi, toi? C'est-tu quelque chose qui est intéressant socialement pour le milieu? On sait que ça a été mis de l'avant pour aider tant les personnes âgées que les mamans les mamans et les parents qui sont seuls à la maison, peut-être de sortir de ce qu'on appelle de l'isolement. Ça a été la première cause. Mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres consonances et comment tu vois ça, toi, un Café des générations? C'est le genre de choses que quand on entend parler qu'elles existent, on se dit pourquoi est-ce que ça n'existait pas avant? Hein? On découvre que ça existe et on dit mon Dieu, il me semble que c'est évident. Ça prend ce genre de choses-là. Pour opérer une transmission culturelle, ça prend des contacts humains. Quand est-ce qu'on a l'occasion de se faire ces contacts-là? C'est à des occasions comme ça. Oui, c'est dans notre vie privée, à des moments, un peu n'importe quand, mais ça prend toujours un cadre pour s'assurer qu'elles existent, ces rencontres-là, que l'ancienne génération rencontre les plus récentes et qu'il y ait un passage culturel qui se fait. Moi, je suis ici avec toi, on n'est pas dans la même catégorie d'âge, puis j'apprends beaucoup au contact des autres générations. Mais si je n'avais pas eu ces occasions-là, et là, en voilà une, il y aurait un appauvrissement. Là, donc, c'est une bonne chose, je pense, pour le milieu, qu'il y ait plus que le tissu social soit pas décousu à faute d'une meilleure métaphore. OK. Qu'on ait un pont entre les générations. Oui, exactement. Et c'est le genre d'activité, hein, j'aime l'idée que tu amènes, c'est le genre d'activité où on se disait comment ça se fait que ça n'existait pas avant. C'est un peu comme la question des guichets automatiques. Pourquoi est-ce qu'il n'existait pas ce qu'on faisait avant? Mais indépendamment de cela, cette facilité que l'on a dans le milieu, parce que d'amener aussi ce genre
c'est un besoin, je pense, qu'on ressent. Est-ce que c'est injuste dans les petites localités ou dans les petites municipalités où ça peut se réaliser? Ou est-ce que, tu sais, je veux dire, ça pourrait être possible, tu penses, toi, à Montréal, un genre d'activité de Ça cette doit se nature? faire à leur échelle, probablement qu'à la nôtre, étant donné que le milieu est peut-être moins nombreux, on a peut-être plus facilement l'information, il y a peut-être on est moins inondé. Peut-être ces organismes-là ont la chance d'être plus en surface au lieu d'être dans le fond de la mer d'informations qui se brassent dans les grandes villes. Mais ça doit exister. Mais à ce moment-là, les gens qui les font en ville doivent se considérer une goutte d'eau dans tout ça. Oui, bien, on le sait qu'il existe quelque chose, entre autres, dans le temps de Noël pour les personnes sans-abri, où on a la possibilité, et les personnes sans-abri, mais aussi pour les personnes âgées qui sont seules, comme on dit à Noël, il existe des rencontres qui peuvent se faire, mais pas nécessairement comme c'est le cas ici, où on amène un bébé qui est un peu, la façon de se faire aimé par tout le monde, oui. Mais ça représente aussi une dynamique familiale, qu'on le veuille ou non. Et ça serait peut-être là des valeurs qui sont peut-être plus présentes dans notre région. Tu as raison, Jules, d'amener ça. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a tant qu'on constate que dans le milieu, ce genre d'initiative-là, peut-être décolle mieux ou est plus en vue. C'est peut-être là quelque chose qu'il faut voir que je n'ai pas mentionné avant. Et tu mets l'accent là-dessus. Je trouve ça très juste de voir que la valeur familiale est encore très présente. Oui. Et on le constate dans les discours des personnalités publiques aussi, qu'on fait toujours référence à la famille. C'est quelque chose qui a une prégnance dans notre culture locale, je pense. Alors, longue vie. Café des générations. Voilà. Et en espérant que ça compte. L'aspect culturel, quand même, de transmission de valeurs culturelles. Même si le bébé, je ne pense pas qu'il apprenne beaucoup de culture. Peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Oui, peut-être les parents vont peut-être plus bénéficier de cet aspect-là. OK. Écoute, on a déjà eu l'occasion de discuter un peu de ça parce qu'on sait que les deux MRC ont mis de l'avant, quand je dis les deux MRC, c'est Maria Chapdelaine et Domaine du Roy, ont mis de l'avant ce qu'on appelle une stratégie de main-d'œuvre afin de contrer la question, entre autres, des pénuries que l'on ressent de plus en plus. Lorsqu'on en a discuté, personnellement, j'avais fait valoir le fait que il y a urgence en la maison pour pouvoir être en mesure d'essayer de régler cette problématique de pénurie de main-d'œuvre, parce que sur le moyen terme, et non pas sur le long, mais sur le moyen terme, cela peut même affecter la survie d'entreprise, parce que si on n'est pas capable d'aller chercher du personnel pour la faire. Toi, sur la question d'une nouvelle stratégie de main-d'œuvre, tu vois ça comment? Est-ce que c'est pour toi, c'est quelque chose d'intéressant? C'est une réflexion et une stratégie, justement, amène des actions qui se doivent d'être entreprises à plus ou moins long terme ou court terme. Oui, ça doit effectivement d'être fait. On est en face d'un changement de toutes sortes à toutes sortes de plans. La société change beaucoup. On est une ville mono-industrielle encore, tant et si bien que le temps passe, on reste quand même centré autour d'une activité forestière. Il y a aussi le bleuet de façon plus centrée ici. Mais il y a eu toutes sortes d'autres industries. Et là, on fait face à un problème de main-d'œuvre dans ces grandes industries-là. Il y a quand même un tissu de PME autour, mais lui aussi souffre. Oui. Donc là, il y a quelque chose à changer au niveau de l'organisation dans nos territoires. Je dis nos parce que c'est pas notre, c'est nos. Là, on est regroupés et ça peut être la clé, je pense, le regroupement. Explique-moi un peu comment est-ce que ça pourrait se mettre en pratique, ce que tu m'avances là. C'est-à-dire que quand tu parles de faire en sorte qu'on puisse repenser l'offre, si je peux m'exprimer ainsi, ou encore la possibilité d'en être informé de ces choses-là. Comment tu vois peut-être plus particulièrement cela? Est-ce que ça appartient aux municipalités de prendre la relève? Est-ce que ça appartient au MRC, au regroupement d'entrepreneurs et au regroupement, est-ce que ça appartient aussi aux syndicats de travail? Comment tu vois ça?
on voit qu'on se lance encore un peu la patate chaude, on va dire, là, au niveau de qui doit reprendre ça. Mais il existe des initiatives, comme on l'a vu avec la stratégie de main-d'œuvre, qui regroupent et des organisations gouvernementales, des municipalités, des MRC, et des employeurs, Oui. et même des gens du milieu qui vont être appelés pour fournir leur éclairage sur la question. Le regroupement de tous ces gens-là pourrait peut-être aboutir à plus de concertation. Et c'est dans la concertation, je pense, dans une offre plus simplifiée, plus épurée, puis quand on va savoir qu'est-ce qui va faire en sorte de résoudre le problème de la main-d'œuvre, quelles sont les choses dont ont besoin les travailleurs pour s'installer et rester dans le territoire. Est-ce que c'est juste une question d'être attractif ou s'il faut plus que ça? Bien, ça prend les moyens objectifs de notre réussite, à quelque part. Donc, si on n'a pas un milieu intéressant, chose que je ne crois pas, on a un milieu qui est très intéressant, il faut qu'il soit intéressant pour réussir. Mais il faut encore le faire valoir. Donc, ça va passer par beaucoup de communication. On parle d'un marketing territorial, entre autres, avec le comité de la stratégie de main-d'œuvre. C'est important de se placer parce qu'on est en concurrence, puis on ne veut pas de mal à personne, mais on est de facto en concurrence avec plein d'autres régions qui peuvent se vendre sur une multitude de points, qui ont des choses à faire valoir. Les gens vont s'installer là pour telle et telle raison. Maintenant, nous, il faut que nos territoires se vendent aussi pour des raisons qui sont bien présentes. Des fois, on n'est pas assez conscient de la richesse qu'on a à offrir. Est-ce que la question de régler la pénurie de main-d'œuvre va passer par une des portes plus ouvertes, à l'immigration chez nous? C'est un peu inévitable du fait de la natalité, du fait des questions démographiques. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens qui choisissent de s'installer en région et qui ne sont pas nécessairement de l'immigration qui est externe au Canada, au Québec, mais est-ce qu'il peut y avoir des gens, des Québécois qui choisissent notre région, notre coin de pays, plus un coin de pays qu'une région encore, parce que la stratégie regroupe le domaine du Roi et Maria-Chapdelaine. Donc, ça pourrait être ça aussi, devenir un territoire attractif pour les Québécois. On sait qu'on a formé, et actuellement, on sait qu'il y a plus que jamais des jeunes qui sont sur le marché du travail avec des cours universitaires, donc avec souvent de fois une compétence et une connaissance plus grande que peut-être le besoin que l'on peut peut-être avoir en région. Et on sait qu'au niveau de la pénurie de main-d'œuvre en région, on en parle plus particulièrement au niveau des emplois dits professionnels que de regarder au niveau des professions libérales comme on avait avant. Est-ce qu'on se doit de reporter une attention particulière, de remettre de l'avant un peu plus ces éléments de formation-là auprès et de nos jeunes à nous et auprès, naturellement, de l'ensemble de la population pour dire, écoutez, il n'y a pas juste à Montréal où on peut avoir besoin de personnel, mais on a chez nous, oui, un personnel qualifié, une main-d'œuvre qualifiée nécessaire, qui ne demande pas nécessairement un coût, mais qu'on se doit le favoriser. Est-ce qu'il peut y avoir des moyens qui peuvent nous amener à ça? Bien, quand on parle des jeunes qui arrivent avec des diplômes qui sont peut-être que le besoin ne se fait pas sentir à 100% dans le milieu pour une telle compétence, à mon sens, c'est un enrichissement du milieu. Parce que ces gens-là peuvent travailler dans des domaines connexes, peuvent apporter un éclairage différent à leur travail. Ça permet à ce moment-là d'être pluridisciplinaire, peut-être d'être plus étendu sur notre champ d'action, puis d'apporter des nouvelles choses qu'on n'avait peut-être pas vues de l'aspect très précis que ça demande habituellement. Là. Les qualifications requises, bon, si on remplit la feuille parfaitement, on va faire le travail en ligne droite, on va dire, et on ne sortira pas beaucoup du champ. Mais quand arrivent des gens qui ont plein d'études variées où on ne voit pas directement la pertinence dans une région forestière d'avoir tel et tel, mais il n'y a pas seulement l'utilité. Il y a aussi une bonification qui peut s'opérer à différents niveaux par ces gens-là. Ça n'empêche pas
d'avoir un diplôme en rédaction professionnelle, par exemple, de travailler dans une société d'histoire. On peut tout à fait apporter nos qualités. Et c'est un exemple concret que je te donne en disant ça. Là, je connais quelqu'un personnellement qui est dans cette situation-là. Et ça ajoute beaucoup aux entreprises. Et là, on a encore une fois une solution au niveau de la main-d'œuvre. Si on est plus ouvert à prendre des gens qui ont des diplômes qui ne sont peut-être pas en ligne droite traditionnelle avec le métier qui nécessite. Mais ça peut nous développer, ça peut nous amener à se développer aussi sur d'autres types. Puis enrichir le milieu, l'espace intellectuel, l'espace culturel. On a souvent dit que dans la MRC de Maria-Chapdelaine, que le taux de diplomation était quand même relativement bas par rapport à ailleurs. C'est un fait. Et on expliquait que si tu prends dans le secteur de Saint-Félicien, où il y a donc une institution un supérieur, peu plus supérieure avec le cégep, on permettait d'avoir, là, comme on dit, des cerveaux qui peuvent être un bon actif pour la société. Je me questionne là-dessus sur l'impact que pourrait avoir justement l'établissement de l'école entrepreneuriale. OK. Oui. Ça pourrait justement être j'espère que ça pourrait incarner justement une force pour brasser cette espèce de milieu-là du professionnel et amener justement des cerveaux à avoir une utilité dans la société. Dans ces milieux-là, oui, c'est vrai que et ça nous amène effectivement à se dire, moi j'ai toujours eu une marotte aussi aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, quand on parle de l'économie du savoir, OK? Cette économie-là, où est-ce qu'on se dit, elle est à Québec, elle est à Montréal, elle est dans les grands centres, mais en région, on a de la place. Et je pense qu'une expérience comme l'école entrepreneuriale que on essaye de mettre sur pied s'inscrit carrément dans ce qu'on appelle l'économie du savoir. Tu dis, on a de la place. On a tellement de place, tout est à faire. Exact. Donc, ils vont en avoir si on l'aménage, cette place-là, cet espace. Tu sais, je peux communiquer aux îles Mouk très facilement. Aujourd'hui, je n'ai pas obligé de me rendre là sur place, mais je peux communiquer avec les autres. Écoute, dans le cadre de cette stratégie de main-d'œuvre-là, donc on s'entend pour dire qu'il y a effectivement nécessité de pouvoir faire plus qu'une réflexion, mais d'en arriver à un plan d'action que tout le monde, comme tu disais tout à l'heure, que les gens puissent être en mesure de faire un peu front commun aussi sur cette question. Il est heureux de constater justement qu'il n'y a pas une apathie face à ça, que les gens s'organisent et que les jeunes sont de la partie. Oui. Les jeunes et les moins jeunes sont là et on sent que le milieu veut vivre. Le milieu ne se laisse pas aller. Sinon, on ne verrait pas autant d'initiatives apparaître comme ça. En fait, je vais faire part peut-être d'un commentaire et d'une observation que moi, il m'est arrivé, qui m'arrive de faire, et je ne suis pas le seul à avoir ça. Mais depuis 4 ou 5 ans, ce que l'on voit sur le marché du travail et dans les milieux décisionnels, on voit apparaître les autres générations que la mienne. C'est-à-dire que, moi je suis un baby boomer, comme on dit. Les baby boomers, actuellement, ne sont plus majoritaires dans la société québécoise et on voit apparaître les autres générations. On parle de X, Y et Z, là, mais on voit apparaître de plus en plus des gens de cette génération-là qui sont aux commandes de certaines choses. Et moi, ce que je constate, c'est plus que rafraîchissant. Parce qu'à un moment donné, quand on ne voit que les mêmes figures on se sclérose. Tandis que lorsque l'on voit apparaître, c'est souvent de fois les jeunes qui ont, des idées, mais ils sont aussi l'avenir. Tu sais, on parle d'éléments pour pouvoir être attractif dans le milieu du milieu du travail. Moi, je me dis que oui, les gens là, qui vont nous amener la meilleure des attractions, c'est vous autres. C'est vous autres qui êtes actuellement dans des postes de plus en plus de commandes et qui savez ce que vous avez besoin pour pouvoir vivre ici, rester ici. Alors, c'est vous autres qui allez les mettre de l'avant et c'est comme ça que probablement on va devenir non seulement attractif,
mais que nous allons pouvoir conserver les gens ici en milieu. Je ne sais pas ce que tu en penses de ma petite idée. Je pense que c'est nécessaire pour que la vie continue de faire peau neuve et faire de la place aux jeunes. Je vais m'inscrire tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ça nous en met beaucoup, les jeunes, sur les épaules, mais je pense que c'est un beau défi et c'est dynamisant de voir justement que... D'ailleurs, de voir des gens qui sont prêts à nous passer le relais. Comme toi, Jules. Ça, c'est ou d'autres. Heureusement, il y en a d'autres. Heureusement, tu n'es pas le seul. Mais c'est pas négligeable non plus l'héritage qu'on reçoit. On dit qu'on est assis sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Puis on parlait du Café des générations. Ça ne doit pas être la seule opportunité qui doit exister. Il faut que ça continue de se parler pour que tout ce que vous avez fait pendant ce temps-là, puis vous êtes souvent une génération qui a été pionnière, qui avait fondé beaucoup de ce qui existe. On a à comprendre là-dessus notre histoire puis la mécanique du peuplement de notre région pour bien en comprendre les défis, pour nous prendre le relais de manière compétente pour continuer de le développer et de respecter sa nature, sa façon d'être. Il faut connaître les faits, il faut connaître ce qui a déjà existé pour pouvoir avancer. Là. Bon, bien écoute, ça nous amène peut-être on sait que cette semaine, il a été annoncé au niveau du Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets, on a annoncé ce qu'on appelle la formation duale en soudage-montage. On sait que c'est une formation qui allie en fait 3 grands éléments. Dans un premier temps, oui, une compétence à acquérir qui est la soudure et la soudure-montage. Et aussi, ça permet à des étudiants qui peuvent s'y intégrer de pouvoir réaliser 45% du temps de leur formation en entreprise, sur place, en y travaillant, et 55% qui est habituellement donné soit en laboratoire ou dans des ateliers de formation, comme celui ici à Dolbeau-Mistassini. Et un troisième élément qui est important, c'est la participation des entrepreneurs qui s'engagent lorsque c'est le temps de faire le 45% du temps. Il ne faut pas oublier que c'est 1800 heures, une formation c'est un bon nombre d'heures. Oui. Donc, ils versent 15 $ de l'heure à chacun des étudiants. Or, un étudiant peut aller se chercher pendant ces 1800 heures, donc qui est à peu près une année, OK, sur une année, peut aller se chercher un revenu de 15 000 $, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, fort probablement, pour suivre la formation requise. Or, ça permet, selon les dirigeants au niveau du Centre de formation professionnelle, de faire en sorte qu'on puisse résoudre une partie du problème du manque de main-d'œuvre, entre autres. En accélérant finalement l'arrivée d'un travailleur dans une entreprise. Tu permets, tu sais, le jeune qui va aller faire de stage dans ta business, le jeune ou même l'adulte, parce qu'on sait qu'en formation professionnelle, ça va lui permettre d'avoir déjà une bonne porte d'entrée. Là, hein? Tu vas avoir travaillé 45% de tes 1800 heures dans cette entreprise-là. Tu vas connaître l'employeur commence déjà à te connaître pas mal, puis oui, j'ai besoin. Il y a cet élément-là. Et aussi, ce que le Centre de formation professionnelle tente d'avoir, c'est, depuis quelques années, la formation professionnelle, donc on est en baisse. On est en baisse d'étudiants qui veulent s'y inscrire. On est en baisse de personnes qui sont désireuses d'obtenir un diplôme dans ces choses-là. Et ça va donc permettre, tu sais, quand tu te ramasses avec, tu as une possibilité d'étudier et d'avoir 15 000 $ de revenus dans ton année, et ça te permet de goûter à c'est quoi exactement le test. Ça peut même permettre à ces gens-là de dire « Ah, ben oui, c'est vrai, j'adore ça », ou « Non, pour moi, je suis trompé. » Oui, puis ça, en plus, c'est pas évident pour un jeune. Le fait là, de voir sa vie comme retarder le temps des études dans une espèce d'entre-deux chaises, à savoir, je fais de quoi, j'ai décidé d'étudier là-dedans, est-ce que j'aime vraiment ça, les questions que tu as soulevées, exactement. Et là, ça rapproche, ça accélère la transition. Je pense, à mon sens, que c'est très bénéfique. Est-ce que c'est la solution ou une solution? Y a-t-il une seule solution? OK. Je pense pas qu'il y a jamais une seule solution. On n'est pas avec une clé et une serrure. Là. Dans ce cas-là, il n'y en aurait qu'une. C'est ça. Mais ça peut certainement avoir un effet bénéfique sur la stabilité des jeunes
qui vont tout de suite avoir, bien, tout de suite, rapidement avoir un aperçu et une chance d'être placés. Oui, bien, en fait, c'est fort probablement. Puis en plus, s'il n'y avait pas de pénurie dans cette. Au niveau de la commission scolaire, on a accepté donc d'aller de l'avant avec ce type de formation-là. Et dans des domaines traditionnels. Oui, mais qui existe d'ailleurs en Allemagne. En Allemagne, bon. la formation professionnelle est basée sur ce système-là, en grande partie, et ça pour tous les emplois à caractère professionnel. C'est la Real Schule, l'école des domaines concrets. Exact, Oui, oui. Et ça représente, on s'y est inspiré pour la faire. Et en Beauce, ici au Québec, on a essayé l'expérimentation de cette méthode-là il y a quelques années. Et l'expérimentation est maintenant devenue dans le quotidien de tous les jours parce que dans certains types de formations, effectivement, on a maintenu cette façon de faire et ça représente un élément de succès. Alors, fort probablement que oui, et ça permet et aux entreprises d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée, formée en partie chez soi et d'être capable. Donc, on est en train de créer la Real Schule québécoise. Oui, exactement. Et ça va permettre ça. Et au niveau de la commission scolaire, donc, pour compléter ce que je voulais dire, c'est que la présidente nous disait que oui, l'expérimentation se fait au niveau du cours soudage-montage, mais va aussi être fort probablement, excuse l'anglicisme, mais extensionnée dans des formations comme au niveau de la foresterie, où on peut peut-être être en mesure de mettre de l'avant ce même genre de formation. C'est quand même frappant de se dire que ces domaines-là, qui sont pourtant les domaines centraux d'emploi dans la région, sont en pénurie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a bien fait la promotion? Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on soit en pénurie de l'industrie centrale, celle parfois qu'on critique ou qu'on montre comme étant le centre de notre milieu, notre centre économique, à tout le moins. Oui. Mais s'il n'y a pas d'économie aucune, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ainsi une manque de main-d'œuvre dans ces domaines qui sont aussi capitaux? Est-ce que tu penses que une des hypothèses qu'on invoque souvent de fois, c'est oui, on a eu ce qu'on a appelé l'exode des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes là, sont obligés d'aller à l'extérieur de la région dans certains types de formations pour pouvoir l'obtenir. Ils ne revenaient pas nécessairement parce que tu étais dans un milieu où est-ce que c'était peut-être plus facile dans le corps d'emploi dans lequel tu as étudié de te trouver un emploi. Ça, c'est fort probablement une des causes. Dieu sait que la région a été excessivement déficitaire au niveau des mouvements de main-d'œuvre, pas de main-d'œuvre, mais de population reliée. Et là, semble-t-il, ça se stabilise, mais il y a un gros mais. Exact. Donc, c'est à voir. Alors, fort probablement, en tout cas, on souhaite la meilleure des chances, je pense, à ce type de formation-là, dont la première cohorte devrait démarrer dans quelques semaines, soit le 6 avril, dans un mois d'ici, donc, où on devrait mettre de l'avant une cohorte d'une quinzaine de jeunes, et d'adultes, comme on a dit, parce que la formation professionnelle, c'est aussi au niveau de la resituation dans ton milieu de vie, dans ta carrière. Alors, c'est dans ce sens-là, donc, on leur souhaite la meilleure des chances. Kiosque de l'Auto-Québec, qui était géré par la Chambre de commerce depuis le 2 mars. C'est la SNQ, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait la gestion du kiosque de l'Auto-Québec. Et la Chambre de commerce a été complètement écartée, même si ça faisait quand même plusieurs années qu'elle assurait cette gestion. Et non seulement elle assurait la gestion, mais les profits étaient répartis avec la Chambre de commerce, mais aussi avec le groupe Espoir, qui est une organisation sans but lucratif qui œuvre dans notre milieu. Alors, ça permettait à ces deux organisations de bénéficier, outre le fait des opérations du kiosque, de pouvoir le faire. Donc, c'est la SNQ. On sait que ça va être octroyé au théâtre La Rubrique de Saguenay, mais c'est désisté. Alors, la Chambre de commerce pensait avoir la possibilité de pouvoir l'avoir, mais non. Ils n'ont pas réussi à se réinsérer l'Auto-Québec a décidé que ça irait à la SNQ.
Toi, là, es-tu un gars qui en arrête beaucoup des billets de l'auto? Personnellement, non, mais OK. je suis au courant que c'est quand même une source de revenus importante. Mais c'est que tu penses de ça, toi, cette intransigeance ou cette façon de faire de l'Auto-Québec? Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'ils ont rendu public de manière très évidente les raisons de leur choix? Selon la Moi, je Chambre les ai pas entendus. Exactement. Selon la Chambre de commerce, il y a eu effectivement, non pas des tractations, mais il y a eu effectivement un changement qui avait été mis de l'avant. On s'est inscrit à l'intérieur de cela au niveau de la Chambre de commerce. Et un des critères, c'était que l'organisme qui prenait charge de kiosques de cette nature-là ne pouvait pas en avoir juste un. Or, la Chambre de commerce ici en avait juste un. Donc, c'est une décision qui, à toute fin pratique, est hostile au petit milieu. Exactement, tu amènes très exactement. Là, on sait que le siège social de l'Auto-Québec ne se situe pas sur le boulevard Warburg à Dolbeau-Mistassini, mais beaucoup plus. Il devrait. Nous, on le pense, mais il se situe beaucoup plus sur la rue Sherbrooke à Montréal. Or, ça a été pensé là. Et ça n'a pas, en région, là, ça fait vraiment mal. Entre autres pour un milieu comme ici, où est-ce qu'on y trouvait une façon d'aider tout le monde, y compris, pas juste les commerçants, là, mais d'aider aussi... C'est un moyen qui ajoutait à la redistribution de la richesse. Exact. Souvent, on est frileux au Québec avec tout ce qui touche les loteries et compagnie, la consommation de drogue ou d'alcool ou quoi que ce soit. On est frileux que l'État touche à ça. On a un certain conservatisme social là-dessus. Mais là où la loterie peut être quelque chose de néfaste à certaines personnes qui en seraient dépendantes de leur participation récurrente à des loteries, il y a d'autres personnes qui en achètent de façon à ne pas affecter leur budget ou leur vie. Et cet argent-là qu'ils dépensaient pour le loisir, finalement, servait à quelque chose qui avait une effectivité sociale. On avait un retour à la société. Et là, on vient sabrer par-dessus. Ça semble être une mauvaise centralisation qui fait apparaître une consigne soudain qui, comme j'ai dit, qui est hostile à un petit milieu. Pourquoi est-ce qu'un organisme qui n'a qu'une chose à s'occuper serait moins à même de le faire qu'une carne 30? Hey, je me suis fait regarder, là. Il faut absolument que nous fassions une toute petite pause et nous vous revenons par la suite avec la suite de notre émission. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Nous revenons donc en ondes avec cette fois-ci un autre sujet. Puis un autre sujet qui touche encore à la jeunesse et aux familles. On sait que depuis lundi, on est en grève dans les CPE au niveau de la région, plus particulièrement dans 22 CPE de la région. Une grève qui touche en fait 2 points en particulier, la renégociation de la convention collective. Mais tu me disais, Jules, il y a 8 CPE qui ont réglé. Qui ont réglé complètement. Eux autres, ça a été réglé. OK? Et dont ici, pas Croix-Clune, mais un des CPE ici aussi. Les Renardeaux sont en grève. L'autre CPE, lui, n'est pas en grève. Ça a été réglé. Et ça a été réglé dans le sens où ce qui fait actuellement l'objet de la contestation chez les syndiqués et les patrons, c'est ces 2 clauses qui ont été acceptées dans les 8. Alors, là, on se dit, bon, ben, coudonc, on accepte tous ou
Pourquoi qu'il y aurait 2 poids, 2 mesures dans la décision? Et on sait que ce sont des choses qui se rapportent donc au normatif au niveau des vacances, entre autres, où on peut avoir la possibilité d'en prendre plus qu'une sur une certaine période. Et l'autre point qui se rapporte au fait que les employés à temps partiel puissent avoir un nombre d'heures plus stable. Parce que le domaine n'est pas reconnu pour les employés à temps partiel, avoir une grande stabilité d'emploi, c'est pas facile. Exactement. Donc, on peut comprendre. Toi, ça te dit quoi qui s'en vient peut-être avoir besoin d'utiliser dans les prochains mois ou dans les prochaines années ce service de garderie? Ça te dit quoi le fait que, bon, on se retrouve devant une situation comme ça où ça devient quasiment aujourd'hui les garderies des services essentiels, quasiment. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Un service essentiel, et c'est ce que tout le monde va finir par sauter comme conclusion. Est-ce qu'on ne prend pas les enfants en otage ou ce genre de réflexion-là? Et la même chose se voit quand les enseignants doivent régler un litige. Mais ces professions-là sont hautement demandantes. Oui. En garderie, personnellement, je vais en avoir un. Je ne m'imagine pas avec 30 bambins de cet âge-là. C'est des professions qui sont très exigeantes, mais étant donné leur rôle qui est si capital, il faut que quelqu'un s'occupe de ton enfant quand tu n'es pas là. Exact. Là, on dirait qu'on ne veut pas leur donner le droit d'être au même titre que tous les autres travailleurs, d'avoir le droit de négocier et de compromettre notre confort dont on attend. Il y a des attentes qui sont créées par ce service-là qui existe depuis bien longtemps. Les gens savent que les garderies, bon, c'est pas depuis hier, la veille, qu'on a ça, les CPE au Québec non plus. Là. Donc, ces attentes-là, une fois qu'il y a un conflit de travail, soit dans l'enseignement ou un domaine public où est-ce que ça a lien, surtout souvent avec des enfants, là, on voit les gens, les clients de ça monter aux barricades en disant « vous prenez en otage ». C'est pas facile pour les travailleurs de ces milieux-là. Hein. Est-ce que cette question-là de services essentiels, on sait que dans le domaine de la santé, quand on parle de services essentiels et qu'on déclenche la grève, il faut que les services soient maintenus quand même, OK, même si tu as du monde dehors, il y a du personnel qui reste sur place pour ça. Est-ce que ça va jusque-là, toi, dans ta pensée, que quand on dit, bon, mais le service de CPE, c'est aussi un service essentiel. Donc, si on déclenche une grève, il faudrait qu'au minimum, il puisse y avoir du personnel en place lors d'un conflit. Est-ce que dans ton esprit, ça va jusque-là sur ce qui pourrait être fait? Et il ne faut pas oublier que déjà, on dit que dans les CPE, on est, en termes de personnel professionnel qui y œuvre, on est déjà au minimum. Là, ça veut dire, ils vont me dire que tu n'aurais pas personne sur la ligne de piquetage. Oui, ça fait une drôle de grève. Il faudrait afficher des pancartes dans les vitres. Oui, c'est ça. Mais est-ce que ça va jusque-là? Mais il y a une notion essentielle. Il y a une notion d'essentialité. Tracer la ligne, c'est pas chose facile. Non. Je ne me permettrais pas de la tracer moi-même, peut-être. Okay. Mais qui le ferait, c'est encore embêtant. Là. OK. Mais moi, ce qui me semble être un problème, c'est qu'on a, dans une négociation, pour qu'il y ait négociation et non main forcée, l'employeur et la partie des travailleurs doivent être à peu près dans un système qui leur permet d'être, pas à armes égales, mais d'être au moins dans une situation où l'un peut dire « ça ne fonctionne pas ». Donc, on sait qu'on a 2 mécanismes dans nos sociétés. Il y a le lockout, il y a la grève, le débrayage. Là, quand l'employeur règle tous les conditions, en fait, l'employeur, ça devient le public, quelque part aussi, avec la notion de service essentiel. C'est une question complexe. Puis c'est sensible. Là. On en parle ici. Il ne faudrait pas que personne ait l'impression qu'on est pour ou contre un des deux partis, mais c'est une question éthique. Ça devient une question éthique. Qu'est-ce qui est essentiel? Jusqu'à quel point on peut... et on a tendance au Québec à ne pas aimer se faire brasser les services essentiels, justement. Lorsque quelque chose touche un point qu'on est trop habitué, un service qui est trop perçu comme étant « mais oui, mais ça en va de notre décence, ça en va de notre confort ». Tout un chacun n'aime pas voir son quotidien bouleversé par quelqu'un qui, tout d'un coup, se retrouve à être au-dessus de ses décisions dans sa journée. Est-ce que tu penses qu'on devrait tous être comme les médecins spécialistes? C'est-à-dire, quand tu n'as même pas besoin de menacer d'être
d'être en grève, on te donne 2 milliards pour régler ton problème. Ils ont sûrement beaucoup de gens qui parlent pour eux pour que ça soit pour que la situation soit comme ça. Écoute... Beaucoup d'argent qui se brasse autour de la oui, chose. oui, de la beaucoup de question. contacts. On va probablement pouvoir en reparler à d'autres moments. Oui. Écoute, ça nous amène peut-être à un sujet un petit peu plus large qui est la crise au Bloc québécois. OK? On apprenait hier que dans Chicoutimi-Le-Fjord, il va y avoir une campagne électorale partielle au niveau fédéral, donc, et où le Bloc québécois a déjà représenté cette circonscription, donc à la Chambre des communes, et que l'exécutif local du Bloc a dit non, on ne présentera pas de candidat tant Quelle surprise. longtemps que Mme Martine Ouellette va être à la tête. Alors là, sans mauvais jeu de mots, il y a un blocage. Oui. C'est évident que tu vois ça comment? Toi, là, ça existe. C'était normal, on devait en arriver là ou quoi? Bien, c'est pas récent, la dégringolade du Bloc québécois au travers de l'électorat, même en région. On a vu ça s'effriter, entre autres avec la vague orange, il y a plusieurs années. On a vu le Bloc un peu remplacé par un autre parti plus de gauche. Le Bloc se situait au centre-gauche environ. Le NPD, à l'époque de Jack Layton, se situait plus franchement dans la gauche. Les Québécois ont été séduits par l'homme, ont été séduits par le parti, au point qu'il y a des candidats parachutés, chose qui n'est pas qui gagnaient. C'est pas commun, c'est pas fréquent qu'on voit des parachutés être mis en place comme ça. On se souvient de l'histoire de Ruth Ellen Brosseau, qui en a eu toute qu'une bonne en se levant le matin. J'ai été élu, elle n'était même pas sur le territoire québécois. Donc, c'est pas d'hier, je pense. Est-ce que ça a traîné les pieds dans la poussière depuis? Moi, il ne me semble pas qu'il y a eu de modification de nature fondamentale au Bloc québécois. Et donc, puisqu'il y a eu cette dégringolade-là et qu'on n'a pas reviré le navire à 180 degrés, ça a dû continuer sur son cap. Là, on assiste peut-être à une marche de plus qui est descendue. On ne présente pas de candidat d'un parti souverainiste dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi-Le-Fjord. Quelle surprise! Oui. Si surprenant, étant donné qu'on voyait que c'était déjà sur le déclin et non en remontant. On n'avait pas le vent dans les voiles au Bloc québécois dans les dernières années. Non, dans les dernières élections non plus. Est-ce que ça pose la question de... Et je pense que ça la pose, mais qu'est-ce que toi tu en penses là-dessus? Le Bloc québécois, ça devait être le temps d'une élection, OK? À la veille du référendum de 1995, on disait ça va nous prendre des gens à Ottawa pour être capable d'aider si jamais les gens votent oui. La structure et le nom étaient en fonction de ça. On a eu la surprise parce qu'ils sont devenus l'opposition officielle à ce moment-là. Mais ils devaient faire un mandat, ça ne devait pas aller plus loin parce que, bon, on sait que les Québécois en 1995 décidaient de ne pas aller sur la question de négociation de la souveraineté. Est-ce que tout ce qui en est venu par la suite, pourquoi est-ce que c'est qu'on a maintenu le Bloc québécois qui était le parti pour sauvegarder les intérêts? Est-ce que on avait une bonne idée où il était-tu rendu de trop, ce parti? On sait que la souveraineté n'est peut-être pas aussi populaire qu'auparavant, mais elle a certainement voix au chapitre dans le paysage politique québécois et pour le paysage des Québécois en politique canadienne. Ah, toi, tu maintiens que ça, donc il y avait un rôle peut-être... Il y a un rôle à jouer et les Québécois qui ont voté pour le NPD de Jack Layton à l'époque l'ont pas fait pour quelqu'un qui semblait hostile au Québec. Ils ont voté pour la personne qui semblait la plus à même de représenter leurs intérêts. Donc, sinon, je pense pas qu'il y aurait eu un revirement aussi... Je pense pas qu'un revirement aussi total aurait pu être possible si, admettons, ça aurait été un parti de droite constitutionnaliste qui n'aurait pas voulu toucher à un poil du Canada. OK. Je penserais que les Québécois veulent encore envoyer à Ottawa des gens qui sont conscients de plusieurs problématiques régionales du Québec, dont le mouvement souverainiste.
Et il y a beaucoup de souverainistes qui aimeraient voter pour quelqu'un à Ottawa qui partage leurs Donc, idées, donc, ce certainement. qui se passe actuellement, c'est pas la fin du... Bien, je ne penserais pas que ce soit la fin d'une présence de politiciens souverainistes OK, à Ottawa. peut-être la fin du bloc, mais peut-être pas la fin... Je ne veux pas tuer un parti avant, OK. avant qu'il arrive quoi que ce soit. Je n'ai pas ce pouvoir-là, heureusement. Mais j'aimerais pas déclarer la mort anticipée d'une formation politique. Mais comme tu as dit, c'était quand même quelque chose qui a été formé à un contexte X. Est-ce qu'il a connu une évolution de manière à cadrer avec la réalité d'aujourd'hui? La question se pose encore. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter à tout ça? Là, il y a vraiment une crise au niveau du leadership. Est-ce que si on change de leader, ça va changer? Oui. Ou si c'est l'appareil qui est défectueux? Je pense qu'on en a, en fait, les informations dernières, là, où il y avait une réflexion auprès des 7 dissidents, entre autres, cette réflexion qui disait, bon, peut-être qu'on va se reformer un autre parti politique, justement, pour C'est véhiculer, difficile comme de tu dis, faire cette émerger une nouvelle formation Ouais, c'est politique, pas par nécessairement exemple. évident, là. Mais je vois pas non on plus sait qui comment le est-ce que le récupérait. Bloc est venu au monde. Le Bloc est venu au monde de cette façon-là, quand Lucien Bouchard avait quitté Oui. son ami Brian Mulroney, puis qu'il s'était ramassé en opposition là-dessus. C'est de même que le Bloc est né. Peut-être que là, on a encore 7 dissidents. Mais je Au ne vois moins. pas dans le contexte politique aujourd'hui qu'on pourrait avoir le même qu'une nouvelle impact. formation pourrait apparaître avec autant de facilité. Oui. Quoi, là, alors, peut-être que l'avenir me probablement fera que mentir, les mais- prochains mois vont être significatifs quant à l'avenir donc du Bloc québécois comme parti politique et pas nécessairement, comme tu dis, au niveau de l'idée qui peut se véhiculer. Il ne faut pas oublier, on a eu dans l'histoire du Québec aussi et du Canada, on a eu au Québec les créditistes. Oui. Qui ont pris, dans les années 60, à peu près aussi ce rôle-là, où est-ce que les gens, les Québécois, votaient pour on votait en bloc pour une première fois avec le Parti créditiste, même si, au niveau des idées, on n'était pas tous des créditistes, là, comme on dit, mais on votait pour... C'est ça souvent le problème des Exact. partis qui sont situés plus à gauche. C'est pas d'hier encore. La Révolution française, c'est Exact. de là qu'on retient les termes de gauche et de droite, puisque les gens qui voulaient du changement étaient assis à gauche, et ceux qui voulaient plus conserver ce qui était en présence, les conservateurs, donc, étaient à droite. Et le problème de la gauche était toujours le même, il était divisé. Exact. On ne s'entendait pas sur qu'est-ce qu'on change et comment on le change. Et comment on le change, Encore et qu'est-ce voilà le qu'on problème. doit changer. Voilà. OK. Écoute, je voudrais nous ramener un peu sur la négociation, sur la question du libre-échange. On sait que M. Trump et M. Trudeau se sont parlé, semblerait-il, au téléphone. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, là, parce que M. Trump a dit, encore une fois, bon, oui, là, l'aluminium, on met une surtaxe, sur des produits à caractère métallurgique aussi. On sait qu'on est quand même un bon fournisseur Oui. là-dessus. On dirait qu'il a tombé sur un dépliant touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On ne sait plus. Hein? Regarde, Trump, il a même eu la démission de son principal conseiller en matière économique. Des sondages montrent À ton aussi que son avis, électorat est un peu déçu même de ce qui avançait. OK. Dans ses promesses, dans ses vues, son électorat est un petit peu divisé quant à est-ce qu'il a vraiment livré la marchandise qu'il promettait. OK, Donc, OK. on sent que le tapis bouge sous ses pieds, il n'est pas dérobé encore, Alors, certainement pas. Mais, ça peut avoir quoi comme effet, ça, à ton avis, sur la négociation du libre-échange? Ça va Il est très retarder? On solide. va-tu arrêter? Ça va-tu arrêter? Ouais. On peut-tu se ramasser demain matin à dire, est-ce que le Canada n'en est pas rendu à se dire, écoute, t'as pas l'air à vouloir négocier sérieusement. On arrête tout ça. C'est sûr que ça va faire mal dire ça. Mais là, on négocie pourquoi? Pour se faire dire que je te remets encore des surtaxes sur la tête. C'est quoi qui va nous arriver là-dessus? On est toujours rendu, on a à ton l'impression avis, que à ça quoi? pleut de son côté. On a l'impression que c'est toujours de la pression qui est mise par les États-Unis sur le Canada. OK. Mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant récemment, que c'est Brian Mulroney qui conseillait les gens Oui. qui sont à la table Oui. à certaines occasions, qui avait son conseil à apporter. Et il disait, la technique, la méthode, la façon de faire, c'est de garder la tête basse, c'est de pas trop réagir, mais de ne parler qu'à la table des négociations. Il y a peut-être des choses dont l'opinion publique n'a pas encore connaissance. À l'évidence. Mais M. Trump joue son jeu de démontrer que c'est lui qui met la pression. OK. Est-ce que le OK. Canada est sans moyen pour autant à la table des négociations? Je ne crois pas. OK, OK, Mais OK. que fait-on? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dont on n'a pas tout à fait une vision
complète. Étant donné que c'est peut-être si M. Mulroney, son conseil est suivi, on ne sait pas tout de la politique à l'interne. Entre-temps, est-ce que toutes ces mesures qui s'avancent, là, ces surtaxes qu'on nous impose, ça ne peut pas avoir des effets négatifs sur le court terme sur notre économie? Certainement, puisque on connaît les marchés boursiers, la finance, c'est volatile, donc effectivement, ça a déjà des variations. Il y a sûrement des investissements qui ne se font pas en fonction de ce que M. Trump veut bien brandir comme épée de Damoclès. C'est lui qui la place finalement en haut de nos têtes. Ça démontre que l'improvisation en matière politique, OK, ça ne porte pas nécessairement de très bons fruits. OK? Et moi, quand je regarde M. Trump agir, je vois... Bon, mais ce matin, je me suis levé sur le pied droit. OK, c'est correct, on va leur dire quelque chose. Puis le lendemain, il se lève sur le pied gauche. On va-tu leur en envoyer une claque aujourd'hui? Tu sais, ça, là... Il a une façon d'occuper l'espace médiatique. Oui, et médiatique, mais la décision publique, c'est quand même, tu sais, quand le président des États-Unis t'envoie un tweet, peu importe lequel, là, écoute, c'est un mot, regarde, il est en train de changer d'opinion, là, avec la Corée du Nord. Hein? Parce que là, il y a un rapprochement possible. Ah, ben tiens, tout d'un coup, le jeune dictateur du Nord, bon, ben, on est peut-être capable de négocier avec. Et là, mais c'est venu du côté de la Corée aussi. Pas en grève, pardon, on est en guerre. Ouais. Là, une couple de semaines. Et là, on pourrait voir un Donald Trump se retourner de côté facilement, puisque son électorat, une certaine partie du moins, ne semble pas porter attention à la cohérence de ses propos. Ça nous a encore une fois permis de parler de M. Trump dans le cadre de notre émission, parce que, qu'on le veuille ou non, il a un impact dans ses humeurs, on a un impact chez nous. Et j'ai besoin de vous dire que si on se ramasse avec une surtaxe sur l'aluminium, ben, nous, au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de décision encore définitive, mais on sait que ça s'en est. Mais l'Amérique a connu tout que des présidents. Donald Trump n'est pas le premier à être vraiment controversé. Non, mais peut-être aussi impulsif, peut-être, non? Peut-être. J'ai en tête Andrew Jackson, qui est l'auteur d'une politique assez génocidaire envers les Amérindiens, qui est une personnalité lui-même, qui était un batailleur, un bon... qui avait un passé dans les tavernes assez frappant. Assez sérieux. Oui. Bon, bien écoutez, ça nous permet de conclure peut-être aujourd'hui cette émission, même si Pierre n'y était pas, mais fort probablement que Pierre va pouvoir nous revenir un de ces jours savoir aussi nous rendre ça. Je te remercie beaucoup, Jean-René, d'avoir participé à cette émission sur Qu'en pensez-vous? Bien, merci à toi, Jules. Ça a été encore une fois un immense plaisir d'être ici. Et j'espère pouvoir revenir. Oui, certainement. Oui, OK. Alors, on te remercie beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, bonjour.